Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Obligé, hein. On y est, c'est l'heure. Le moment de débriefer le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Défaite du Barça 1-2, parce qu'il faut dire ça comme ça, vu qu'on recevait au Montjuïc Stadium. Et que dire, victoire un petit peu frustrante. Mais victoire, peut-être avec une pointe de fatalisme, parce que moi, d'un côté, je m'y attendais à ce résultat. J'avais pronostiqué de mon côté victoire 3-1 du Real Madrid. Oui, il faut pas le dire quand t'es supporter du Barça, etc. Oui, mais moi, je pensais pas voir le Barça aller remporter ce match-là pour plusieurs raisons. On en parlera durant cette vidéo, et de ce que j'ai pensé des deux équipes, et de comment j'aborde le match. Mais principalement, c'est un petit peu le contexte de ce match-là. Au-delà que ce soit un match de Liga important pour que les deux équipes gagnent, soit creuser l'écart, soit essayer de rattraper. C'est dans le premier tiers de la saison, ça te donne une certaine avance. Et c'est ça un petit peu dans la grande époque des Classicos. Certes, on n'y est plus. Hein, vous vous souvenez de cette époque bénie où je pense que ce que le football a pu offrir de mieux, où les deux équipes, quand elles s'affrontaient, le monde s'arrêtait, les familles se divisaient. C'était incroyable. Moi, à titre personnel, je l'ai vécu, que ce soit avec des amis, avec de la famille. Tu avais vraiment deux camps, le camp Real, le camp Barça, le match dans le match, les pro-Messi, les pro-Ronaldo. C'était une époque incroyable. C'est plus vraiment le cas. Parce qu'à ce moment-là, ben, comme les deux équipes gagnaient quasiment tous leurs matchs, ben, le Classico définissait le vainqueur du championnat. Là, c'est plus vraiment le cas, surtout sur les dernières années. Mais un Classico reste un Classico. C'est comme un derby, comme une finale de coupe. Ça se gagne. Tu fais fi un petit peu, entre guillemets, de la manière. Surtout avec le Barça actuel. Mais bon, ça, comme je t'ai dit, on aura l'occasion d'en parler. Ah là, déjà, Classico 16h. J'aime pas, moi. Un Classico, pour moi, ça doit être la référence de la semaine. Un dimanche à 20h. Tout le monde est là, tout le monde regarde. Là, un lundi 16h. Bon, on a déjà vu des matchs à 13h, tu me diras. Mais bon, tu vois, je pense pas que ça soit la meilleure façon, entre guillemets. Je peux comprendre de le faire un peu plus tôt pour que d'autres publics dans le monde le regardent, mais le Classico, c'est toi qui l'adaptes, quoi. Le Classico, c'est toi qui l'adaptes. Mais pourquoi, comme je vous ai dit plus tôt dans la vidéo, je voyais plutôt une victoire du Real Madrid? Ben, ça faisait, entre guillemets, une suite logique des résultats du FC Barcelone. Au-delà de la méforme physique du Barça, avec énormément de blessures, c'est pas une excuse. Comme je t'ai dit, un Classico, tu le gagnes, que tu le veuilles ou non. Le Barça a déjà gagné un Classico en mettant 5 buts au Real, sans Lionel Messi. Le Real Madrid a déjà gagné un trophée, a déjà gagné des Classicos sans Cristiano Ronaldo ou avec des changements majeurs dans l'effectif, etc. C'est déjà arrivé. Un Classico, tu dois déployer ton meilleur niveau. Et si t'es arrivé comme ça, bah, tu veux faire quoi? Ah, tu vas pas leur dire, excusez-moi, voilà, j'ai ni De Jong, ni Pedri, ni Lewandowski, ni Rafinha, ni Koundé, on s'en fout. On s'en fout, tu viens, t'affrontes une équipe, et qui, elle, même si elle est, encore une fois, très réaliste, c'est même pas que un jeu de mots, une équipe très froide, très réaliste, avec qui il faut rester concentré jusqu'à la dernière minute, parce qu'on va se répéter sur le débrief du Real Madrid dans les grands matchs, et faut faire d'autant plus attention, et ils s'en foutent, eux, que t'aies des joueurs en plus ou en moins. Voilà, tout simplement. Donc à ce moment-là, moi, comment je voyais ce match-là, je voyais à peu près la défaite au début du FC Barcelone, au-delà des blessés, mais aussi de ce que peut proposer le FC Barcelone en tant que jeu collectif. Moi, j'ai beaucoup critiqué Xavi de façon générale parce que je ne voyais pas sa patte, entre guillemets, vraiment être bien implémentée dans ce qu'il veut apporter dans l'équipe. Bien sûr, on fait toujours ce raccourci entre, c'est un ancien, très très grand joueur, crack, ultra intelligent au milieu de terrain. Donc forcément, si ça a marché pour lui, ça a marché pour Xavi, ça a marché pour Guardiola, donc ça devrait marcher pour les autres. Ça devrait marcher pour lui également plutôt d'un point de vue coach, voilà, je me suis un petit peu emmêlé le pinceau. Donc, et c'est pas spécialement le cas, tu vois. Son équipe, c'est pas spécialement l'art et la manière comme il pouvait le prôner quand il était joueur. C'est une équipe beaucoup plus réaliste, elle aussi. C'est une équipe un peu plus en transition, une équipe qui n'hésite pas à être solide, qui n'hésite pas à aller remporter des matchs 1-2-0, même sans la manière, mais ni avec l'art d'ailleurs. Hein, c'est juste l'art de gagner accro. Et l'année dernière, ça te fait gagner un titre. Tu te bats pour la coupe, tu te fais sortir un peu en demi-finale. Donc, quand même, il y a quelque chose. Mais c'est loin du grand Barça que tu pouvais attendre à l'époque. Donc, et quand tu n'as pas ce système de jeu préétabli, quand tes individualités qui te sortent de la merde d'habitude ne sont pas là, ben c'est là où on va voir le travail d'un coach. Moi, je sors souvent l'exemple entre Liverpool et l'FC Barcelone. Quand il y avait ni Firmino ni Salah, je pense qu'il n'y avait que Sadio Mané pour affronter le FC Barcelone, le retour 4-0. Quand tu avais un Origi ou un Shaqiri qui rentrait, l'équipe elle était tellement bien huilée que même les remplaçants s'implémentaient dans le système. Parce que c'était bien foutu. Forcément avec moins de qualité individuelle que les titulaires, mais ça fonctionnait. Parce qu'il y avait une idée directrice. Là, elle n'est pas si appuyée que ça avec le FC Barcelone. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est pas si appuyé. Et forcément, quand tu mets les remplaçants, c'est là où tu vois vraiment le travail du coach. Mais une fois que tu dis ça, moi, c'est avec ça que je m'attendais à, entre guillemets, un résultat moins bon du FC Barcelone. Surtout que de l'autre côté, tu as un Bellingham tout feu, tout flamme. On en a fait les frais. Nous aussi, tu vois. Tu as une équipe très solide.
Tu as une équipe qui se connaît, une équipe qui sait gérer ses émotions, et des individualités qui sont, entre guillemets, qui ont l'habitude de prendre leurs responsabilités, même quand elles sont dans une période de moins bien. Et c'est à peu près le récit de ce match-là. C'est à peu près le récit de ce match-là, parce que ce que je viens de te dire sur voilà, l'équipe, etc., moi, ça m'a fait mentir. Bien sûr, tu as le droit d'avoir des prévisions d'avant-match, mais ça m'a fait mentir dès que le match a commencé, avec très rapidement, on voyait un Barça très combatif qui allait presser haut, avec le positionnement d'un Fermin Lopez et d'un Gavi autour d'un Bellingham qui l'ont éteint pendant 60-70 minutes. Voilà, donc c'était très bien fait. Un Gundogan qui se projetait très bien, parce que quand tu avais Félix et Ferran Torres qui étaient en deux pointes, entre guillemets, quand il fallait s'écarter avec leur poste naturel, entre guillemets, avec un Ferran plus à droite et un Félix plus à gauche, tu avais un Gundogan qui venait à pleine balle dans la projection, comme on pouvait voir à l'époque à Manchester City, et c'est comme ça d'où vient le premier but. Une combinaison, il y va, il y croit, à la bas qui se déchire, finition, et à partir de là, comme dirait un certain Elton Mokolo, le but, c'est le meilleur des entraîneurs, c'est la meilleure des consignes, c'est la meilleure des ajustements tactiques que tu peux avoir, même à 5 minutes de match, parce que tu galvanises tout le monde et tout le monde y va, tout le monde se lance. Tu vois. Et le FC Barcelone, à ce moment-là, bah, ça les a confortés dans leur plan d'agressivité, ça les a confortés dans leur plan de maintenant. Déjà, on a pris le risque d'aller les presser haut, d'aller les combattre, même si, théoriquement, on a, entre guillemets, moins d'expérience ou moins de joueurs qui peuvent faire des différences individuelles. Parce que quand tu regardes l'équipe du FC Barcelone, j'ai pas fait la classique, les compositions, etc. Vous les connaissez très bien, surtout maintenant à G+1. Mais quand tu vois la composition du Barça, moi, à titre personnel, on m'avait posé la question, j'avais dit, je ferais, moi, une sorte de 3-4-3. En mettant, bon, le gardien, Inigo Martinez, Christensen, Araujo, parce qu'il te faut une défense centrale solide, et il te faut quand même quelqu'un qui va bloquer Vinicius, tu peux pas compter sur un Cancelo. Et en même temps, tu peux pas compter sur un Lamine Yamal en ailier, du coup, tu es obligé de monter, comment il s'appelle, Cancelo. Voilà, milieu de terrain, Baldé, Gundogan. Moi, j'avais mis Roméo, mais finalement, il a fait confiance à Gavi. Milieu de terrain avec Fermin. Et en haut, tu peux mettre un Cancelo avec Félix. Et un Jean Félix et un Ferran Torres. Voilà, excusez-moi, je me suis perdu dans mes idées. Mais de l'autre côté, c'est ce qu'il a fait. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Donc moi, j'étais un Oriol Roméo près. Il avait mis Gavi. Et c'était intéressant parce que tu mettrais un Roméo pour être un peu plus solide, pour essayer de pourrir un petit peu le match, aller chercher sur un but raccro, étant donné que tu peux pas faire de grosses différences techniques. Non, non. Là, c'était impressionnant parce qu'on les a vus vouloir jouer. On les a vus aller presser l'équipe adverse, les empêcher de sortir, être présents sur tous les duels. Et la réalité, c'est que le Real Madrid, pendant la première période, ils se font totalement dominer, ils n'ont pas énormément d'occasions. Vinicius, qui est le joueur différentiel par excellence, n'a pas pu faire grand-chose. On voyait un Kroos très très bas pour essayer de remonter les balles. On voyait un Bellingham qui touchait difficilement les ballons, qui a essayé de se battre, mais avec un Gavi et un Pedri. Ah oui, c'est une autre période ça, quand t'avais Pedri. Un Gavi, un Fermin Lopez, qui a été très très bon lui aussi, constamment sur toi, fait que le Real Madrid, entre guillemets, a été un petit peu éteint. Et le Barça, avec cette volonté de jeu, a été confronté par son but. Quand tu marques très rapidement, t'es conforté à cette idée-là que, ok, ça a marché. En plus, maintenant, on a un but d'avance, on va continuer à pousser. Et c'est parti dans le sens de la première mi-temps. Parce qu'on avait un FC Barcelone qui poussait, qui n'avait pas peur, qui se procurait des occasions, qui a fait quand même un poteau, qui a essayé de faire des différences. Mais bon, en jouant sur la transition, mais en jouant Félix, c'est peut-être pas aussi rapide qu'on pourrait le croire. Et il se faisait rattraper par Carvajal des fois. Il y a eu quelques mauvais choix, mais c'est pas grave. Entre guillemets dans la première période, parce que tu disais, l'essentiel c'est qu'ils essayent, mais il faudrait pas qu'ils essayent trop longtemps parce que tu risques de regretter ces actions-là. Tu vois, avec un Baldé qui, très caricatural, on sait en rentrer vers l'extérieur, automatiquement on s'encrochait extérieur, tu pouvais pas mettre des longs ballons quand Celo était en position de centre plusieurs fois, tu pouvais pas, parce que t'avais pas de joueurs essentiellement de tête, donc c'était pas évident, tu vois. Et en même temps, t'avais un FC Barcelone qui, malgré qu'il mettait une grosse pression, récupérait des balles, en tout cas percutait, n'assumait plus le jeu comme il pouvait l'assumer avant, parce que dès qu'il fallait faire une passe vers l'avant, où il y avait un petit peu de danger, on revenait systématiquement vers Ter Stegen, on revenait systématiquement vers le meilleur relanceur des trois défenseurs qui est Christensen. Donc finalement, la première mi-temps, je pense qu'elle est très aboutie par le Barça. Et moi, je me dis, s'il continue comme ça, normalement, s'il continue comme ça devrait le faire. Mais de l'autre côté, je me suis dit, c'est le Real. À quel moment ils vont nous faire le Real Madrid? À quel moment ils vont réagir? À quel moment ils vont commencer à sortir les compétences individuelles pour te mettre dans la difficulté? Parce que, qu'on le veuille ou non, Xavi sur la première mi-temps a quand même, c'est le terme, mais a bouffé un peu tactiquement Ancelotti. Ok, pas de problème, le Real Madrid gagne le match. À la fin, la deuxième période, elle est clairement pour le Real Madrid, même s'il y a eu quelques petites escarmouches, quelques petites tentatives de coups d'éclat du joueur du FC Barcelone. La deuxième période, elle est pour le Real Madrid, sauf que la différence, c'est que le Real Madrid, lui, il traduit ses occasions. Tu vois. Et c'est ça. C'est ça la différence entre les deux.
Et ce qui est impressionnant, et j'en ferai entre guillemets une petite parenthèse sur Bellingham juste après, c'est que quel que soit, avec ce club, c'est incroyable. Parce qu'il faut le dire, hein, moi je suis totalement objectif, je suis pour le Barça, et je serai toujours pour le Barça, je suis pas un pro-Real, mais t'es obligé, je suis fan de foot à la base, et t'es obligé de dire ce que je vais te dire maintenant. C'est impressionnant, la capacité à, quel que soit le nouveau joueur qui arrive, il va avoir cette froideur. Ça peut pas être que de la réussite, ça peut pas être uniquement que de la coïncidence ou de la chance. Tu vois, Bellingham, il rentre, il est clutch, il disparaît pendant un moment, il te met une frappe de 25 mètres, ça rentre. Alors que Ter Stegen, c'est des frappes qu'il chope d'habitude, elle a un effet incroyable, il te la met une sorte de coup de pied extérieur, c'est sublime. Tu vois. Et en plus, les joueurs du Barça essayent de sortir sur lui, mais au bout d'un moment, c'est un peu trop tard. Le but à la dernière seconde, où c'est un centre, voilà, au premier poteau, parce que je pense pas que c'est ce que Carvajal voulait faire. Modric qui rate, ça lobe le défenseur. Bellingham qui finit un petit peu comme il peut, parce qu'il met le pied, ça passe entre les jambes. C'est pas uniquement de la chance, ça peut se voir, ça se provoque, ça arrive trop de fois pour que ça soit que de la chance. Moi, c'est impressionnant comment ce club-là, quel que soit le joueur, parce que Bellingham, il est nouveau, tu vois, comment ils arrivent à être clutch, comment ils arrivent à chaque fois à garder leur calme, à aller chercher le résultat, à ne pas avoir peur. Et le constat, c'est le même tout le temps. Parce que ce que tu subis en deuxième période, où le Real Madrid rentre plus préparé, le Barça avait fait une grosse débauche physique dans la première période, donc le Real Madrid rentre plus préparé, plus calme, ils se disent c'est maintenant, ils commencent à pousser l'accélérateur. Ils avaient plus de maîtrise. Comme on dit nous, le but Canedor, donc le but entre guillemets était en train, ça tournait un petit peu en faveur du Real Madrid, mais on ne voyait pas d'action ultra concrète. Mais on les voyait de plus en plus dangereux par rapport à la première période, que ce soit avec les projections d'un Bellingham, que ce soit avec les avancées des milieux de terrain. Mais voilà, et le FC Barcelone avait quelques occasions, et les joueurs n'ont pas été à la hauteur. Cancelo sur la deuxième période, ça n'a pas été fou. Le milieu de terrain commençait un petit peu fatigué et se procurait pas autant d'occasions que ça, même si on a encore eu un poteau en deuxième période. Mais simple, si le Real Madrid tu le tues pas, il va te la mettre à l'envers. C'est simple, et c'est exactement ce qui s'est passé. T'as pas tué le Real Madrid, t'as eu des occasions pour les enfoncer. Et le Real Madrid, justement, si tu l'enfonces pas, ils vont te la mettre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, tu vas faire quoi? Avec les frappes de Bellingham, le but, je viens de vous le décrire à la dernière minute. Ça me rappelle un petit peu le but de Rodrigo face à Manchester City, tu vois, sur le centre de Carvajal, la tête d'Asensio, ça retombe sur Rodrigo, ça trompe la porte et ça rentre dans le but d'Ederson. Là, c'est la même un petit peu. Un centre de Carvajal, Modric qui rate son contrôle, ça revient purement sur un Bellingham. Je te rappelle qu'à la base, c'est un numéro 8 à projection. Là, il se retrouvait en position, mais plus que de 9. Tu vois. Et il va te finir le match, comme ça, il va te dégoûter. C'est ça, tout simplement. Moi, j'ai eu un constat très dur. Je me suis dit que l'équipe du FC Barcelone a manqué de maturité, tout simplement. A manqué de froideur. Comme dirait l'autre, c'est des bons gars, c'est des sympas. Bellingham, il est pas sympa. Bellingham, quand il faut crever un match, il crève un match. Tu vois, eux, ils sont pas sympas. Voilà. Par contre, les joueurs du Barça, si, ils sont très sympas. Parce que quand tu as des occasions, tu les finis pas. T'es pas assez clutch, tu fais pas systématiquement les bons choix. Le coach du FC Barcelone aussi, il est très sympa, hein, parce que les changements quand même ont un petit peu pénalisé. Tu me diras qu'est-ce qu'il veut faire, il a la moitié de son équipe titulaire déjà absente, donc. Et comme le Barça a une situation financière un peu compliquée, il commence à se relever entre guillemets, tu vas pas mettre que des mecs de la Masia, t'essaies d'avoir des valeurs sûres, tu dis je vais faire rentrer un Roméo, parce que ça va bétonner, parce qu'il va se battre un petit peu, sauf que qu'est-ce que ça a fait? C'est qu'en sortant Fermin Lopez qui a apporté beaucoup de... comme ce qu'il a fait pour le dernier match, hein, c'est-à-dire qu'il a apporté beaucoup de verticalité, il a apporté beaucoup de présence aux abords de la surface, beaucoup d'appels aussi très direct en box-to-box vers la surface, et sans parler de l'abattage physique et de comment il pouvait se sortir du pressing des Real Madrid où techniquement c'était assez propre. Lui, il faisait une paire avec Gavi où ils isolaient Bellingham, où ils empêchaient entre guillemets les montées du Real Madrid en bloquant certains circuits de passe. Là, quand tu le sors, tu pousses un Roméo à reculer. Quand Roméo a reculé, ce qui fait que ça laisse Gavi faire le pressing tout seul et un Gundogan qui ne peut pas assumer ce rôle-là d'aboyeur comme il pouvait le faire il y a quelques années. Il n'a plus les cannes. Donc Gundogan, on ne lui demande pas ça. On lui demande d'être intelligent sur le positionnement. On lui demande d'être présent, bien sûr, gêner les circuits de passe, mais ne pas faire, entre guillemets, l'aboyeur. Tu vois, aller, entre guillemets, les chiens de la casse, aller chatouiller les chevilles des joueurs du Real Madrid. Tu ne peux pas lui demander ça. Et ce qui fait que ça t'a fait un milieu un petit peu déstructuré, où Gavi courait un peu tout seul, et Roméo, de par son poste naturel de 6, de casseur, de découpeur, aussi de ses compétences physiques, il devait rester en arrière, tu vois. Et ça a handicapé le milieu du FC Barcelone, et ça a permis à un Bellingham, avec l'entrée de Modric, d'être plus libre, d'apporter plus de ballons, et de sortir, et automatiquement d'être plus dangereux. Je comprends qu'il n'y avait pas la caisse, mais je pense qu'il fallait essayer de prévoir autre chose à ce moment-là, tu vois. Voilà. Et après, tu as l'entrée de Lewandowski qui, bon, au-delà, moi, de ma critique personnelle de Lewandowski dans les grands matchs, ça marque jamais. Pour l'instant, on m'a pas encore... j'en ai parlé plusieurs fois, Lewandowski dans les grands matchs, ça marque jamais.
À part ceux qui vont me sortir, oui, Lewandowski en 2013, quadruplé face au Real, Lewandowski dans les grands matchs, bah ça marque pas. Voilà. Et en plus, là, tu le fais rentrer dans une période de FC Barcelone où il n'est pas le mieux loti. Parce qu'il avait l'habitude d'avoir Müller derrière lui qui lui servait énormément de ballons, d'avoir Sané, Gnabry qui apportaient énormément de danger. Et quand c'était pas eux qui ramenaient ça vers l'intérieur, tu avais un Davis et un Kimmich qui t'apportaient ça depuis l'extérieur. Donc c'était... Enfin, vous avez compris. Donc tu avais systématiquement des ballons qui arrivaient, une équipe qui était très huilée, qui avait beaucoup d'espace et qui percutait beaucoup. Là, le FC Barcelone, il doit faire beaucoup avec très peu parce que bah, il n'y a pas énormément d'occasions, il n'y a pas énormément de créateurs. Pedri, De Jong, ils sont pas toujours là parce qu'il y a une sorte de quinquance au niveau des blessures, ça commence vraiment à être chiant. Donc, c'est pas le joueur qui a le plus de ballons. Limite, il est sevré de ballons, le pauvre. Et à ce moment-là, quand tu le fais rentrer déjà dans ces circonstances-là, donc il n'arrive pas pleinement à s'imposer. En plus, il rentre avec 25 minutes, donc t'as plus les courses que peut apporter un Ferran Torres, ou la projection dans l'espace que peut avoir un Ferran Torres. Ben, qu'est-ce qu'il faisait Lewandowski? Ben, il descendait très bas pour essayer de toucher des ballons, parce que ça le frustrait de ne pas en avoir en haut. Et bah forcément, quand il descend pour toucher très bas les ballons, il n'a pas le rythme qu'il pouvait avoir il y a quelques temps pour remonter très rapidement. Les actions prenaient du temps, ça pataugeait. Et en plus, si au milieu de terrain, tu ne peux plus avoir la construction que tu pouvais avoir avec Fermin qui se sortait des pressings à 1 ou 2, d'un Gavi qui se battait, qui trouvait systématiquement la passe pour Gundogan pour essayer de sortir du pressing. Quand t'as pas ça, bah forcément, t'as pas d'espace vers l'avant et tu te fais avoir par un Real Madrid qui a plus de liberté. Voilà. Et tout ça fait que bah, quand tu compiles tout ça, ça fait que Bellingham qui prend sa chance, ça rentre. Ça fait que Bellingham qui se projette avec un Real Madrid qui a beaucoup plus de confiance et de la réussite, bah ça rentre. Et ça fait que tu perds un Classico. Voilà. Tout simplement. Donc moi, c'est des leçons pour le FC Barcelone parce que la première période, ils peuvent être fiers d'elle. Ils peuvent être fiers de la première période qu'ils ont fait parce que c'était pas gagné, c'était pas dit, pas grand monde entre guillemets de lucide, parier sur une première mi-temps du FC Barcelone aussi aboutie, on va dire, aussi dans le combat, aussi dominatrice, aussi prise en main, tu vois. Par contre, la deuxième période, tu la payes. Il y a forcément les changements du coach qui n'ont pas été à la hauteur, forcément les ajustements tactiques du coach qui n'ont pas été à la hauteur, mais aussi la gestion des émotions. Et moi, je finirai la vidéo là-dessus en disant que malheureusement, et ça peut faire mal en tant que supporter du Barça, mais pour l'instant, bah, on a vu une équipe de Liga qui affrontait une équipe de Ligue des Champions. Pas dans le sens où le Barça n'a pas le niveau pour gagner la Ligue des Champions, c'est pas que ça, même s'il y a de ça aussi. C'est aussi dans la gestion de tes émotions, dans la capacité à aller tuer un match, dans la capacité à être ultra réaliste. Tu ne l'as pas. Un João Félix, malgré tout ce qu'il peut faire, c'est pas un méchant, c'est pas un tueur. Ferran Torres, c'est pas un tueur. Tu vois? Gavi, c'est très bon, c'est très sympa, c'est très violent, ça se bat, c'est pas un tueur. Fermin Lopez, c'est pas encore un tueur. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. C'est ça en fait ce qu'on demande. C'est ça ce qu'on demande. On demande, c'est que des gens qui n'ont pas de pitié. À l'époque, Pedro, c'était un tueur. J'ai même pas envie de te sortir Messi. David Villa, c'était un tueur. Henri Eto'o, c'était des tueurs. Ça rigole pas. Voilà, tout simplement. Et là, tu les as pas, en fait, ces joueurs-là, pour l'instant. C'est une équipe de Liga face à une équipe de Ligue des Champions. La Liga est encore longue, il y a encore du temps. Il y a moyen, je pense, de revenir. Le Real Madrid, je ne sais pas s'ils continueront sur cette pleine bourre en comptant beaucoup sur les exploits individuels d'un Bellingham. On ne sait pas ce que ça va donner, parce que franchement, quand il sort pas du bois, lui, c'est compliqué pour le Real Madrid. Je pense pas qu'il va rester sur ce rythme-là de 1 but par match jusqu'à la fin. Parce que, ben, bon, c'est pas son rôle. Même si moi, je trouve qu'il est extraordinaire, c'est pas son rôle. Et en plus, au bout d'un moment, ça risque d'être stoppé parce que, ben, entre guillemets, il n'a pas forcément tous les déplacements d'un attaquant. Donc, les équipes pourront s'adapter à un moment donné, un moment ou un autre. Tu vois, même Messi et Ronaldo, à la grande époque, ne marquaient plus. Mais à ce moment-là, les équipes comptaient sur d'autres atouts pour gagner. On va voir ce que peut faire le Real Madrid. De son côté, le FC Barcelone va avoir le retour des blessés, va avoir le retour d'un De Jong, va avoir le retour d'un Pedri, va avoir le retour pleinement d'un Lewandowski, d'un Rafinha. Même si, bon, lui, son entrée à lui... Bon. Alors, l'entrée d'un Rafinha, le retour d'un Koundé, qui est très important aussi, qui a été peut-être le meilleur joueur depuis le début de saison du FC Barcelone. Donc, avec toutes ces individualités-là, on verra qu'est-ce qu'ils peuvent continuer. Je pense que le Barça a quand même cette maîtrise en Liga. Ils ont perdu ce gros match-là. Dommage. Ils ont quand même cette maîtrise. On verra ce qui pourra se passer pendant le mercato d'hiver. Mais bon, encore là, c'est encore un peu tôt. S'ils réussissent à ramener un ailier, pourquoi pas un Jadon Sancho en prêt pour apporter un peu plus d'un ailier de métier sur le côté, parce que partir avec Rafinha et Lamine Yamal, je veux bien Lamine Yamal, hein, c'est jeune, c'est talentueux, etc. Mais à 16 ans et demi, moi, tu me le fais pas rentrer comme étant ton référent en attaque. Voilà. Ce mec-là, ça doit jouer des 10-15 minutes en fin de match, une fois tous les 2 matchs, ça doit pas jouer tout le temps. Voilà. Un Rafinha, c'est pas quelqu'un sur qui tu peux compter, je pense que ça doit être un excellent super sub. Je sais pas, on verra ce qui va se passer pendant le mercato, l'arrivée d'un Vitor Roque. Est-ce que l'équipe va avec toutes ses pleines potentialités? Si physiquement il commence à s'en sortir, qu'est-ce que ça peut donner? On verra bien, mais bon. C'était la fin, on est bientôt à 20 minutes de vidéo. Moi je vous respecte, c'était ce qu'il faut, entre guillemets, pour parler
un petit peu plus étendument d'un classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Victoire du Real encore une fois. Mais bon, on sera toujours derrière le FC Barcelone. Biscal Barça et à bientôt.